Bonsoir ou rebonsoir. Voilà, et qui fait bien sûr parler cette croissance qui est moins bonne que prévu, plus 0,2%, on la prend aujourd'hui. C'est la faute, entre guillemets, bien sûr, aux Français. Ils ont retrouvé confiance en l'avenir, mais ils ne consomment toujours pas. Non, ils épargnent. Avant les explications, je présente nos invités. Je les remercie dès à présent d'être avec nous. Perico Légas, rédacteur en chef à Marianne. Bonsoir. Constance Le Grip, députée Les Républicains des Hauts-de-Seine. Merci d'être avec nous également. Benjamin Morel, docteur en sciences politiques à l'École normale supérieure Paris-Saclay. Et bonsoir Jean-Pierre Mercier, délégué syndical central CGT du groupe PSA Peugeot Citroën. Il faut consommer moins, il faut produire moins, il faut calmer cette consommation massive qui puise nos ressources. En tout cas, on a un élément contradictoire immédiat qui est l'épargne. Quand on épargne, c'est qu'on n'a pas confiance. Jean-Pierre Mercier, ceci dit, est-ce que vous la regardez cette confiance en vous disant mais c'est peut-être la baisse du chômage? Je me tourne vers vous parce que j'ai comme une petite idée, une intuition. De ma réponse, oui. Écoutez, moi, je partage pas du tout ce qui vient d'être dit sur la croissance et sur la décroissance, mais sur cette notion de confiance, moi, je l'ai jamais compris. J'ai jamais compris cette notion de les ménages ont confiance ou n'ont pas confiance. Je peux vous dire que autour de moi, dans les usines, dans les ateliers, bien sûr qu'il y a une inquiétude énorme sur l'avenir, sur le chômage, sur le fait. C'est pas parce que les entreprises, moi je travaille dans une entreprise qui fonctionne pour les actionnaires extrêmement bien, qui accumule des milliards de bénéfices, mais on sait que de toute façon on va être attaqué de tous les côtés et que cette confiance, dans l'avenir, il y a une inquiétude. Il y a évidemment une inquiétude. Le pouvoir d'achat, j'ai entendu des choses là sur le fait qu'il y a eu 10 milliards d'injectés, on aurait d'un coup été tous extrêmement riches. Non, ça on l'a absolument pas du tout vécu. Et pour ceux qui ont un peu de pouvoir d'achat, qui préfèrent plutôt le mettre de côté, avoir une poire pour la soif pour demain, ils ont raison. Ils ont raison, parce que si on regarde d'une manière beaucoup plus générale, on vit dans une société où c'est des spécialistes économiques qui nous l'expliquent régulièrement. On s'enfonce dans une crise économique avec une possibilité très forte d'une crise financière. On est dans une société capitaliste qui marche à l'envers, et on va sans doute connaître bientôt, j'en sais strictement rien du tout quand, mais un krach boursier, mais pire qu'en 2008. Et là, on va payer cher, on va payer très cher. Quand je dis on, c'est évidemment les salariés, les chômeurs, les retraités. Donc cette notion de confiance, moi je l'ai jamais trop comprise, et au contraire, il faut qu'on se préoccupe de notre avenir, c'est-à-dire qu'il faut qu'on réfléchisse comment on peut s'en sortir. Constance, Jean-Pierre Mercier, je vous vois dodeliner de la tête depuis tout à l'heure. Oui, parce qu'il y a que ça signifie. Beaucoup de choses à dire. Et, je suis en total. Enfin, si on veut parler de l'avenir de la planète, si on veut parler de l'avenir de l'humanité, le problème numéro un, c'est pas un problème de surconsommation, c'est un problème de sous-consommation. C'est qu'on ne consomme pas assez. C'est que la majorité de la planète, de l'humanité sur Terre n'arrive pas au minimum à satisfaire ses besoins élémentaires. Je ne parle même pas des pays, là je parle des pays sous-développés, mais même dans les pays riches, il y a de plus en plus de pauvres, il y a de plus en plus de chômeurs, il y a de plus en plus de gens qui ont un travail salarié qui n'arrivent pas à joindre les fins de mois. On n'en a même plus à se poser le problème d'acheter une voiture, on en est à boucler les fins de mois et à remplir le frigidaire. Ça, c'est pour la majorité des gens. Le problème qu'on a aujourd'hui dans la société, c'est pas un problème de consommation, c'est un problème de comment on produit et pour qui on produit et au nom de qui on produit. Si on continue à produire avec cette loi sacrée sur la loi du profit, où c'est le profit privé qui prime sur l'intérêt général, il est certain que là, la planète va dans le mur, l'humanité va dans le mur. Notre problème principal que l'on a aujourd'hui, notre génération, mais les générations futures, ça va être de changer complètement ce mode de production, mais pour produire pour l'intérêt général et non plus pour produire pour des intérêts privés. Quand on parle de pouvoir d'achat, vous dites, le chiffre c'est plus 2,3% de pouvoir d'achat. Mais les salaires n'ont pas augmenté de 2,3%. C'est une moyenne extrêmement générale et globale. Alors oui, là-dedans, on met Bernard Arnault, qui a multiplié sa fortune, qui est maintenant le milliardaire, le deuxième milliardaire le plus riche du monde. Donc c'est complètement disproportionné. Et moi, je maintiens, si le gouvernement veut que la croissance augmente,
qu'il augmente les salaires, qu'il augmente les pensions de retraite, qu'il y ait moins de chômeurs, qu'il interdise aux patrons de licencier, que tout le monde ait un travail avec un salaire et qu'on puisse consommer, c'est-à-dire remplir le frigidaire un minimum. La réponse du coup. Vous dites en d'autres termes ce que je dis. Bien entendu, non, si. La croissance, c'est quoi? C'est la mauvaise croissance. Celle qui ne fait que favoriser le profit facile dans un libéralisme financier. Déjà, c'est un peu différent. Non, mais en fait, vous aviez compris ce que je voulais dire. Il ne s'agit pas de dire, voilà. Et donc Jennifer, les Français sont de plus en plus protectionnistes. Et oui, c'est l'autre question qu'on leur a posée et on découvre que seule une minorité de Français souhaite que la France aille vers plus de libre-échange, 20% seulement. Ils sont en revanche nombreux à souhaiter davantage de protectionnisme, 44%, et 34% à opter pour le statu quo. Et Vous êtes surpris sur ce plateau par ces chiffres, Jean-Pierre Mercier? Non, je ne suis pas surpris. Il y a quand même une énorme campagne en faveur des idées protectionnistes, c'est-à-dire des idées que certains politiciens, certains responsables politiques mettent en avant en disant augmentons les frontières, fermons le pays, et comme ça on pourra se protéger. Et derrière le on cache les chefs d'entreprise, les actionnaires des grandes entreprises et puis les salariés. Moi, je ne suis pas protectionniste. Je me bats contre le protectionnisme et je me bats aussi contre le libre-échange. Alors vous allez me dire, c'est quand même une position assez compliquée, assez difficile. Non, moi je me bats pour qu'il y ait une autre organisation économique et ça rejoint tout à fait la discussion qu'on a eue précédemment. C'est une autre organisation économique, une organisation où l'économie serait planifiée au niveau mondial. Parce que quand on met en avant le protectionnisme, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on met des taxes douanières sur les produits qui viennent de l'étranger. Mais cette taxe douanière... Non. On met des taxes douanières sur les produits qui détruisent des emplois. Non, mais utilisez les bons mots. On met des taxes sur les produits qui plaisent. Bien sûr. Non, mais les taxes douanières, parce que tous les responsables politiques qui nous vendent le protectionnisme, c'est protéger les emplois que vous défendez. Là, vous êtes un défenseur de l'emploi français. Donc vous êtes d'accord pour protéger contre qui? La mondialisation néolibérale. Mais ça veut dire quoi? Qui c'est qui est derrière la mondialisation? La concurrence déloyale. Quand vous avez des patrons français qui vont investir et qui vont inonder un pays étranger des produits français, vous détruisez l'emploi à l'étranger. Pas forcément. Comprenez que augmenter les taxes douanières, par exemple, parce que je finis mon raisonnement, les responsables politiques, à chaque fois qu'ils nous mettent le protectionnisme, c'est derrière pour nous dire il faut augmenter les taxes, il faut taxer les produits qui viennent de l'étranger, pour qu'ils coûtent plus cher, pour qu'on consomme plus. Les produits à concurrence déloyale. Les produits à concurrence déloyale. En l'occurrence, ce que dit M. Mercier est exact, c'est ça le protectionnisme. C'est toujours les consommateurs, in fine, qui vont les payer, c'est-à-dire nous, les salariés, les chômeurs ou les retraités. Donc le protectionnisme, c'est une fausse solution. Donc ils achèteront français. Voilà. Nous ne sommes pas des protectionnistes, parce que la réalité de notre pays n'est pas protectionniste. Que ceux qui disent tout accord commercial est mauvais m'expliquent dans ces cas-là comment ils vont s'habiller, comment ils vont s'alimenter, se déplacer. Le président de la République joue la mondialisation, il s'estime président du monde, mais pour ce faire, abandonne le peuple français, les laisse victimes d'un mondialisme sauvage, au moment même où il devrait les protéger. Les extrémistes, c'est ce gouvernement. C'est eux qui sont des fous, des illuminés, des sectaires du libre-échange. Le gouvernement écoute davantage les théoriciens économiques et les lobbies que les concitoyens, ce qui explique d'ailleurs une partie de la violence qui monte dans ce pays. On nous abandonne, mondialisme sauvage, sectaire du libre-échange, ça va loin là sur ce principe, Jean-Pierre Mercier. Oui, écoutez, moi je ne suis pas du tout un soutien d'Emmanuel Macron, vous le savez. Mais Emmanuel Macron, dans cette affaire du CETA, qu'est-ce qu'il a fait? Il a défendu les intérêts des actionnaires des entreprises françaises, ni plus ni moins. Derrière, en face, vous avez Trump qui défend aussi d'une autre manière les intérêts des actionnaires des entreprises américaines. Voilà. Et on est aujourd'hui de toute façon plongé dans une guerre économique, dans une guerre commerciale, parce que nous sommes dans une crise qui n'est même plus larvée, qui est de plus en plus profonde, où il y a des tensions économiques qui sont extrêmement fortes, où chaque pays défend son patronat, défend ses actionnaires et essaye de trouver le meilleur chemin pour les défendre. Là-dedans, moi je me place du point de vue des salariés, des chômeurs et des retraités. On n'a aucun intérêt dans le CETA, on n'a aucun intérêt non plus dans le protectionnisme. Comprenez la théorie que vous décrivez de
l'Allemagne au XIXe siècle. Aujourd'hui, on est dans une économie qui est mondialisée. Consommer français, produire français ne veut absolument plus rien dire du tout. C'est déjà le cas au XIXe siècle. Quand vous construisez une voiture, oui, déjà. Quand vous construisez une voiture en France, mais vous avez besoin de tout un tas d'éléments qui viennent de l'ensemble de la Terre. Et ça, c'est une évidence. Le protectionnisme, c'est une arme politique, en fait, qui se retourne contre la population du gouvernement qui la défend. Alors, la situation. Jean-Pierre Mercier, vous croyez que le président a peur quand il dit à ses ministres d'avoir la peur au ventre pour les vacances et qu'il prend conscience qu'il va falloir protéger plus cet État protecteur ? En tout cas, moi, cet état d'esprit du président de la République, quand il dit qu'il faut partir la peur au ventre, moi, ça me plaît bien. Ça me plaît bien parce qu'ils ont raison. Ils ont raison. Avec ce qui nous prépare à la rentrée, à démolir le système des retraites, par exemple, oui, ils ont raison d'avoir peur, ils ont raison de craindre une mobilisation. Alors moi, je milite à fond là-dedans pour que les salariés du privé et du public descendent dans la rue, défendent ces retraites, parce qu'on a vu, pendant le mouvement des Gilets jaunes, il y avait énormément de retraités du monde du travail avec des pensions de retraite de misère en dessous des 1 000 euros. Là, ça va encore s'aggraver, ça va encore s'accentuer. Donc, ils ont raison de partir en vacances la peur au ventre. Ça leur fait pas de mal. Peuvent-ils aussi... Certains patrons vont jusqu'à dénoncer un coup de poignard dans le dos. C'est le cas de Fleury Michon, de Haribo, Bonduelle, Lidl en colère, à tel point qu'ils ont écrit au Premier ministre pour dénoncer le bonus-malus que le gouvernement veut mettre en place pour les contrats courts. Tribune aussi dans le JDD ce week-end. La fronde des patrons peut-elle faire reculer le gouvernement ? On va se poser la question. Et encore plus loin sur le sujet, je vous propose d'accueillir sur ce plateau Franck Trouet, porte-parole du Groupement national des indépendants hôtellerie et restauration. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonsoir à vous. Est-ce qu'on peut qualifier votre état d'esprit de colère aujourd'hui face à ce bonus-malus ? Colère, oui, pour un grand nombre de nos professionnels, mais moi j'aurais envie de dire d'emblée que cette réforme, elle est compréhensible sur le principe, mais elle est aveugle parce qu'elle ne reconnaît pas les spécificités de notre secteur. Jean-Pierre Mercier, est-ce que vous comprenez la réaction ? J'en souris et déjà, il ne faut pas m'en vouloir. De ces patrons, de syndicats qui est représenté ici sur ce plateau et qui parlent notamment de CDI intermittents pour venir remplacer les contrats actuels. Écoutez, les patrons sont en colère. Les patrons sont en colère. Moi, écoutez, ça me fait à la fois sourire et puis ça me fait mettre aussi moi-même en colère quand on voit les conditions de travail, quand on voit les conditions de paye, quand on voit le niveau des salaires. Mais bien sûr que c'est des métiers qui sont extrêmement durs. Parce que du fait de l'organisation du travail, du fait du sous-effectif, du fait qu'ils sont toujours en train de courir, enfin, on les voit. Après, moi, je vais peut-être trouver votre oreille, parce que je fais une différence entre les petits restaurateurs, les petits hôteliers, etc., et puis les entreprises comme Bonduelle et Haribo. Là, moi, je fais une grosse différence entre les deux. Quand Bonduelle, qui est une multinationale, qui est un trust, qui crie oh là, on veut pas payer de malus. Parce qu'on veut continuer à prendre des contrats courts, mais là, il y a de quoi aussi se mettre en colère. Comprenez que la loi, elle n'a pas changé sur le travail précaire. Elle n'a pas changé sur les CDD, sur les intérimaires. Quand Bonduelle utilise des intérimaires, il doit se soumettre à la loi. La loi, c'est quoi ? C'est au bout du 3e contrat, c'est un CDI, point barre. Il n'y a aucune entreprise en France qui respecte cette loi. Et là, le gouvernement qui met en place une réforme dont les victimes, ce ne sont pas les patrons, mais ce sont bien les chômeurs. C'est les chômeurs qui sont victimes du gouvernement dans cette affaire-là. Quand le gouvernement dit, voilà, pour les patrons qui ne respectent pas la loi, on va leur faire payer une petite amende, et les patrons qui respectent en partie la loi, on va leur donner du bonus, moi, je trouve ça écœurant. Là, pour une fois, vous dites au gouvernement, aller jusqu'au bout, là, vraiment. Alors, pour aller jusqu'au bout, mais il faudrait imposer à tous les patrons de France de respecter la loi sur les intérimaires, sur les CDD. Mais même des entreprises publiques comme La Poste ne respectent même pas la loi sur le travail précaire. Là, vous avez des travailleurs sans papier qui travaillent pour La Poste dans le 94, par exemple, qui sont en grève pour demander leur régularisation. Vous avez des injustices et de l'arbitraire et de l'illégalité en permanence dans les entreprises. Donc oui, il faudrait faire le ménage là-dedans, mais pas à la manière du gouvernement. Franck, je viens vers vous tout de suite, Jean-Pierre Mercier, mais c'est déjà un sujet de bras de fer, on l'a compris, entre certains patrons et le gouvernement, mais aussi entre le MEDEF et d'autres syndicats. Regardez.
Le bonus-malus, c'est devenu un trophée politique. Si vous voulez, c'est une vision très punitive de l'économie qui croit que parce qu'on taxe, le chef d'entreprise va changer son comportement. Soit le chef d'entreprise va continuer à embaucher et il paiera plus cher, et donc il aura moins de rentabilité, donc il investira moins, soit tout simplement il ne va pas embaucher, il va passer par un auto-entrepreneur, ou pire, des solutions interdites. Mais ça concernera entre 30 et 40% des contrats très courts qui sont signés. Ça veut dire que... C'est insuffisant. Bah oui, ça veut dire qu'on a cru comprendre que sur le reste de la réforme, on va demander des efforts à l'ensemble des demandeurs d'emploi, injuste de mon point de vue, mais on va demander des efforts aux entreprises qui abusent de la précarité qu'à quelques-unes. Donc ça, pour nous, c'est pas acceptable. Mais... Vous êtes d'accord, Jean-Pierre Mercier, avec le patron de la CFDT ? Non. Parce que, on y était. J'y arrive pas, c'est comme ça. On vous demande pas l'impossible. J'ai tenté quelque chose, je ne sais pas ce qui m'a pris. Je blague, non, mais non, parce qu'on n'a pas du tout les mêmes solutions, les mêmes revendications là-dessus. Mais sur l'utilisation abusive de la précarité, si on prend un peu de hauteur et si on regarde un peu sur l'ensemble du pays, c'est une évidence qu'aujourd'hui, si un patron peut utiliser un intérimaire plutôt qu'un CDD et un CDD plutôt qu'un CDI, il va le faire parce qu'il peut exercer une pression beaucoup plus importante, il peut le surexploiter l'intérimaire ou le CDD, c'est-à-dire la précarité participe à l'augmentation des bénéfices et des profits. Et c'est contre ça qu'il faut lutter. Comprenez que ces grandes entreprises qui brassent des milliards et des milliards, moi je suis convaincu que Bonduelle et Haribo, ils vont sans doute obtenir gain de cause. Parce qu'ils ont le poids économique, parce qu'ils ont le poids politique au sein du gouvernement pour pouvoir avoir gain de cause. Alors le petit bistrotier, le petit restaurateur, il va peut-être rester sur le carreau. Mais attendez, moi quand j'entends le président du MEDEF, à chaque fois qu'un gouvernement fait semblant d'imposer quelque chose au patron, alors là, c'est des cris d'orfèvre, c'est on lève les bras au ciel, c'est on n'est pas content, c'est la colère, c'est etc. Punitif, c'est le mot. Voilà. Mais écoutez, les patrons, il faudrait vraiment les punir, il faudrait imposer réellement à la fois, qu'ils interdisent de licencier, et puis deux, qu'ils embauchent et qui respectent simplement la loi qu'il y a aujourd'hui en France. Ne soyons pas dupes. Il y a fort à parier qu'une fois appliquées toutes ces modifications des paramètres de l'assurance chômage, il y aura plus de difficultés peut-être à être inscrit et à être maintenu sur les listes de demandeurs d'emploi. Et donc le chômage, mathématiquement, arithmétiquement, sur les listes, va peut-être connaître une certaine décrue. Donc c'est clairement ce qu'on appelle une réforme paramétrique. On va assister à un carnage. Aujourd'hui, plus de la moitié, la majorité des chômeurs ne touchent pas à l'indemnisation. Avec ce système-là, avec cette attaque-là qui va se mettre en place, mais ça va être un véritable carnage. Alors quand il n'y aura plus que 10% des chômeurs qui seront indemnisés, Macron, il va s'attaquer à qui? Le gouvernement ou le futur gouvernement va s'attaquer à qui? Aux retraités, au reste du salariat. Mais c'est vraiment, il faut être... Enfin, moi, je suis écœuré et révolté face à cette attaque qui passe, évidemment, un dimanche au mois de juillet. C'est classique, mais c'est vraiment révélateur. Oui, les ministres, ils vont partir en vacances, la peur au ventre, je l'espère. Ça risque d'encombrer les ronds-points à la rentrée, oui, je crains. On va y revenir. Franck Trouet, vous vouliez réagir? Oui, je voulais réagir parce que... je ne voudrais surtout pas que l'on vienne considérer que dans les hôtels, cafés, restaurants, on profite de la précarité de nos salariés. Je rappelle que dans ce secteur... Si, quand même. Non. Un petit peu, quand même. Non. Écoutez-moi 2 secondes et vous allez voir pourquoi. Mais j'ai aussi mon train habituel d'activité. Et pour cela, il faut savoir que j'ai besoin de salariés et que je ne les trouve pas. Donc, attention à ces expressions parce qu'elles viennent encore une fois opposer. Et cela ne devrait pas être le cas. Je vais vous répondre avec le sourire, très tranquillement. Mais moi j'ai toujours en travers de la gorge cette baisse de la TVA où on nous promettait, où le patronat de l'hôtellerie, de la restauration nous promettait soit une baisse du plat du jour, ou soit des embauches en CDI. Oui. Il n'y a eu pas de baisse, il n'y a pas eu d'embauche. Par contre, la baisse de la TVA, ils se l'ont mis dans la poche. Alors, ils peuvent payer un tout petit peu quand même je vais répondre très volontiers. Je pense qu'avant de pouvoir dire je touche mon chômage, eh bien, dans cette branche de l'hôtellerie, il faudra que ce soit au moins 1 an, de façon à ce qu'il n'y ait pas ce genre de chantage, ce risque de chantage à l'emploi de la part de gens qui ne veulent pas respecter les règles. Je pense que Macron peut vous entendre là-dessus. Je pense au... Quand il s'agit de s'attaquer aux salariés... Mais je ne m'attaque pas aux salariés. Mais le salarié qui fait du chantage, qu'est-ce qu'on fait?
Qu'est-ce qu'on fait du salarié qui dit vous me mettez au chômage et puis je blague? Qu'est-ce qu'on fait? Il défend sa peau, il défend son compte en banque, il défend son pouvoir d'achat comme il peut. Et ça, c'est pas facile. Le black, c'est quand même destructeur de beaucoup de choses. Moi, j'entends peu de commentateurs ou de journalistes s'attaquer au chantage du patronat vis-à-vis de l'emploi. Ça, j'entends très peu. J'entends Perico Légas en train de parler de l'argent, de la manne financière. En plus, ils ne consomment pas. Il repart, ils consomment pas. Vous confirmez ça, ils ne consomment pas en plus? Écoutez, si vous prenez l'exemple des bateaux de croisière, vous avez 4000 personnes qui sont déversées sur Venise, pour ne prendre que l'exemple de Venise, et qui vont acheter au mieux un petit souvenir à Chinois, 1 €. fabriqué en Chine, qui n'a pas créé un emploi et qui en vont France. repartir. Ces gens-là ne dorment pas dans nos hôtels, ils ne fréquentent pas nos établissements. Imaginez potentiellement ma surprise ou celle d'autres téléspectateurs qui s'imaginent que pour vous qui travaillez dans le secteur, tout ça, finalement, c'est très bénéfique. Et là, vous êtes en train presque de nous dire que c'est pas si bon que ça. Non, effectivement, je le dis, c'est pas bon du tout. Les patrons se plaignent toujours. Non, mais non, parce que pour ça... Et Jean-Pierre Mercier est toujours là pour le dire. Satisfaire cette clientèle. C'est incroyable. Comment vous pouvez dire ça? Pour satisfaire... 55 milliards. Non, pour satisfaire cette clientèle. Non, comment vous pouvez dire ça? Pour satisfaire... On a un peu tous les commerçants qui sont contents, mais les prix de l'immobilier qui explosent, en même temps les habitants qui parfois n'en peuvent plus. Faut-il renoncer un peu au tourisme, Jean-Pierre Mercier, pour retrouver de la qualité de vie notamment? Je vais peut-être vous surprendre. Non, moi je suis pour le tourisme. Il est certain que du temps où c'était quelques millionnaires qui voyageaient et puis qui faisaient du tourisme, c'était plus commode pour les uns et pour les autres. Moi je suis assez choqué de votre expression sur le tourisme à bas coût. Bah oui, moi je suis pour le tourisme à bas coût. C'est-à-dire je suis pour que des gens qui travaillent toute l'année, ils puissent s'offrir un voyage, ils puissent aller voir à l'étranger de belles choses, qu'ils puissent s'ouvrir au monde, qu'ils puissent s'ouvrir à d'autres cultures, à d'autres façons de vivre, etc. Et ça, c'est le progrès. C'est ce que j'appelle le progrès. Le problème, c'est qu'on est dans une société mercantile où tout est raisonné pour le profit, par le profit, et on sent bien dans... Excusez-moi, je vous prends à partie parce que vous êtes sur le plateau. Mais on sent bien que, représentant du patronat de l'hôtellerie, bah oui, il y a bon, et puis il faut qu'on fasse encore plus d'argent, il faut qu'on fasse encore plus de profit. Oui, ça pose plein de problèmes. Mais notamment, ne serait-ce que l'organisation sociale pose des problèmes. Aujourd'hui, en France, on est tous en train de partir en vacances, pour ceux qui ont encore la chance de partir en vacances, au mois de juillet, au mois d'août. Bien sûr qu'il y a un phénomène de masse qui est absurde. Pourquoi on ne pourrait pas partir tout au long de l'année ? Pourquoi le patronat ne pourrait pas organiser le travail différemment, qu'on puisse partir à l'étranger, sous le soleil, mais y compris au mois de février, au mois de mars? C'est toute l'organisation économique qui est à revoir, toute l'organisation sociale qui est à revoir, mais tant que cette société fonctionnera sur la loi de la recherche du profit maximum, on aura des problèmes à la fois pour les habitants, les autochtones, pour les touristes, et on ne pourra pas s'en sortir. Oui, on voit bien que le fléau, plus que le tourisme lui-même, c'est la massification du tourisme. Mais en disant cela, il faut faire attention, effectivement, une fois n'est pas coutume, je suis d'accord avec ce qu'a dit en partie... Ça fait plusieurs fois, attention. Voilà, attention, là, en partie, il va finir par me faire les gros yeux. Mais